Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité de ce vendredi 30 janvier. La Vendée a tremblé, du moins par le bruit. Un séisme de 3,8 sur l'échelle de Richter a été entendu dans l'est du département. Les habitants des communes concernées parlent d'un bruit d'explosion. La France à la conquête de la Chine, c'est en tout cas la volonté du Premier ministre. Exemple dans ce journal avec l'entreprise Montroc de Saint-Étienne-du-Bois. Ici, on fabrique des essieux et progressivement, on avance sur le marché asiatique. Enfin, en culture, c'est l'Asie qui a conquis Clémenceau. L'homme d'État avait en effet une passion pour le continent. L'historial de la Vendée nous livre quelques trésors de cette histoire d'amour. Ce n'est pas un cas isolé, mais cela reste toujours un événement. Un tremblement de terre a été enregistré à 21h21 jeudi. Il s'agit d'un séisme d'une magnitude de 3,8. L'épicentre a été localisé à Neuilly-les-Aubiers, au-dessus de Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Alors, il ne s'agit pas d'une première. Il faut savoir que la ligne entre la Bretagne et le Massif central est une zone sismique. Dans notre région, de tels séismes arrivent donc 1 à 2 fois par an. Et le dernier a été observé à Vannes le 9 décembre. Alors cette fois, c'était donc à l'est de notre département. Le séisme n'a pas été ressenti, mais plutôt entendu, comme nous le confient certains habitants des Herbiers. À la maison, il y a eu vraiment une grosse secousse, quoi. Même les animaux étaient très sensibles à ça et ça a été un petit tremblement de terre, quoi. Vraiment quelque chose d'inhabituel dans la région en tout cas. Oh, ça fait peur. Ouais. Ah oui, on l'a senti, parce que moi dès que j'ai entendu un gros boom, j'ai coupé le son à la télé. Et puis on a senti une sensation que ça bougeait. Donc ça fait ça me peur, quoi. Ça vibre en dessous les pieds, on dirait qu'on marche sur des billes, quoi. Mais enfin bon, non, on a tout de suite compris ce que c'était. J'ai senti, comment dire ça, un bruit assez sourd. Je me demandais ce que c'était au début, puis après, au bout d'un moment, j'ai ouvert la fenêtre, puis il n'y avait plus rien. Donc, Et les spécialistes rappellent qu'il est impossible de prévoir la date et le lieu des séismes. Ce vendredi, c'était la rentrée d'audience du tribunal de grande instance à La Roche-sur-Yon. L'occasion pour nous d'effectuer un point sur la situation du département en 2014. Dans certains secteurs, la délinquance est en augmentation, mais les dispositifs pour lutter contre cette évolution vont être renforcés. Le point avec Carl Laboureux. C'est une tendance. Depuis 4 ans, le nombre d'affaires poursuivables, c'est-à-dire nécessitant des décisions pénales, augmente chaque année. Et 2014 n'y échappe pas, bien au contraire. Quelques 6227 affaires ont ainsi été enregistrées au tribunal de grande instance. C'est près de 14% de plus qu'en 2013. Parmi elles, et ce n'est pas une surprise, celles liées à la délinquance routière, toujours trop importante malgré une politique pénale renforcée. Nous allons continuer à travailler à la fois pour réprimer les comportements les plus dangereux, mais également vers la pédagogie. Nous allons travailler notamment avec l'éducation nationale sur ce point. Avec une politique pénale donc réaffirmée finalement. Politique pénale réaffirmée, politique pénale restructurée et politique pénale qui sera à nouveau renforcée et à nouveau durcie si ça devait être nécessaire. Autre axe et autre priorité, les violences conjugales. Le téléphone grand danger qui permet aux femmes victimes de violences d'être en contact direct avec les secours. Ce nouvel outil donc devrait étoffer cette année les dispositifs déjà mis en place sur le département. Alors le téléphone grand danger est déjà expérimenté en région parisienne. Nous allons en avoir quelques-uns dans le département au cours de cette année. On va réfléchir à sa mise en œuvre. Nous avons déjà des dispositifs de protection des victimes de violences conjugales, quelque chose qui est très dynamique avec l'association Passerelle, qui est un dispositif d'éviction du conjoint violent. C'est-à-dire que ce n'est pas à la victime de quitter les lieux, mais aux mises en cause de céder la place et qui se trouve par ce dispositif qui existe, que nous pratiquons, y compris dans les procédures d'urgence. Eh bien, c'est un appartement mis temporairement à sa disposition pour d'une part éviter la prison et donc la perte de l'emploi qui peut aussi préjudicier à toute la famille, mais en tout cas mettre le conjoint battu et les enfants à l'abri de cette violence. Et puis autre priorité également du procureur de la République, la délinquance financière, autrement dit les escroqueries ou encore les détournements de fonds. Là aussi une attention particulière va être apportée, car si cette délinquance financière existe en Vendée, elle est plus difficile à élucider. Et dans le même temps, ce vendredi matin a également eu lieu l'audience de rentrée des prud'hommes à La Roche-sur-Yon. Vous le voyez sur ces images de Stéphane Martins. Ce rendez-vous de début d'année est toujours également l'occasion d'effectuer un bilan sur les affaires passées. Et en 2014, les litiges opposant un salarié à son employeur ont été moins nombreux.
Le Premier ministre français est en Chine depuis 3 jours. Manuel Valls veut en effet développer les liens entre nos deux pays. Il faut dire qu'aujourd'hui, les échanges économiques restent insuffisants. À l'occasion de cette visite officielle gouvernementale, la rédaction de TV Vendée s'est penchée sur la situation des entreprises vendéennes face à l'export, notamment avec l'Asie. Exemple dans une entreprise industrielle qui avance doucement mais sûrement vers la Chine. Reportage de Pierre Dalicieux. Cette entreprise vendéenne fabrique des essieux pour engins agricoles et 50% de ce qui sort d'ici ne se vendra pas en France. Ça, c'est un produit qui va partir en Angleterre. On exporte dans toute l'Europe. L'Europe reste notre zone principale d'export. L'Europe et depuis quelque temps l'Asie et surtout la Chine, un marché dans lequel cet entrepreneur s'est engouffré. Car si l'agriculture chinoise se développe lentement, ceux qui investissent passent des outils les plus rudimentaires aux technologies les plus avancées, tout ça en un temps assez court. Les parcelles en Chine restent beaucoup plus petites que celles que nous connaissons chez nous, donc la mécanisation prend encore du temps à se développer. Cependant, nous sommes déjà présents sur le territoire chinois par nos clients qui y vendent des essieux, et vous avez raison, les fabricants locaux ont tendance à développer des solutions de façon soudaine et brutale, en brûlant un peu les étapes. Donc ils vont passer de l'essieu qu'on livrait il y a 30-40 ans en France à l'essieu de demain avec des solutions complexes, avec des systèmes de suspension, d'essieux suiveurs qui sont fabriqués du coup en France et qu'on livre en Chine. Un marché prometteur mais pas de tout repos. En effet, exporter sa production demande un investissement en argent mais aussi en temps. Pour exporter, en particulier en Chine, il faut être un peu marathonien parce que c'est un effort long qui ne paye pas tout de suite. Donc il faut être patient et savoir attendre et donc dépenser un petit peu d'argent. Avant 2008, l'export des entreprises vendéennes représentait 2 milliards d'euros. S'il est dit que l'ouverture aux marchés internationaux accuse un retard en Vendée, nos entreprises vendéennes ont su néanmoins passer la crise en s'ouvrant hors de nos frontières. Il y a eu une chute de 15-20% au moment de la crise. Et puis depuis, on est remonté et depuis 3 ans environ, on est quasiment retourné à ce niveau des 2 milliards. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, malgré la crise, il y a eu un petit choc, mais malgré la crise, les entreprises sont plutôt ouvertes. Et je pense que le maintien de ces 2 milliards nous montre plutôt qu'on est finalement toujours en train de développer ce regard vers l'extérieur. Le nautisme est le secteur qui exporte le plus du département. Vient après l'agroalimentaire et enfin, comme ici, celui de la mécanique et de la métallurgie. Et précisons qu'il existe une association qui tente de réunir les entreprises qui souhaiteraient exporter à l'étranger. L'objectif de Vendée International est donc de chasser en groupe pour peser plus lourd. Rester à domicile ou partir en maison de retraite, un choix parfois difficile. Mais depuis 1 an, à la Rabatelière, les personnes âgées bénéficient d'une 3e option, celle de s'installer dans ce que l'on appelle une maison de vie. L'établissement existe depuis 1 an. À l'occasion de cette date anniversaire, nous sommes allés à la rencontre des résidents. Reportage d'Aurélia Arner. Aujourd'hui, Thérèse a 85 ans. Cela fait presque 1 an qu'elle est venue s'installer ici. C'était la solution la plus adaptée pour elle. J'ai perdu mon mari au mois de novembre 2011. Je me trouvais dans une grande maison et puis il y avait beaucoup de frais à faire. Alors j'ai préféré venir ici que de rester. Ici, c'est-à-dire à la maison de vie de la Rabatelière. Destinée aux personnes âgées, cette structure propose 24 appartements individuels. On se situe plus entre le domicile et la maison de retraite. Donc les résidents qu'on accueille doivent être relativement autonomes, mais le principe c'est que les résidents ont leur propre logement, ils meublent leur logement avec leur propre mobilier pour vraiment se créer un espace à eux, vraiment avec des choses familières. Donc là c'est chez vous? Oui, là c'est chez moi. Monique, elle aussi, vit ici depuis 1 an. C'est même devenu l'une des amies de Thérèse. Je ne suis pas toute seule, on n'est pas toute seule. On parle, on rigole. Préparation des repas, prise en charge du linge, proposition d'animation, un personnel présent sur site 24 heures sur 24. Tels sont quelques-uns des services proposés par la résidence. Une belle alternative à la maison de retraite.
Et décidément, tout est fait pour favoriser l'autonomie des personnes âgées. Cet autre exemple maintenant, à partir d'un certain âge, il n'est pas simple d'assurer ses déplacements du quotidien. Eh bien, depuis 2 ans, aux Herbiers, il existe le transport solidaire. Ici, pas de bus, pas de taxi, simplement une aide entre personnes. Regardez. Bonjour Madame Souriceau. On ressort par là ou on ressort par le sous-sol? On va ressortir par là. À 80 ans, Monique ne peut plus prendre la voiture seule pour aller faire ses courses. Depuis 1 an, elle a donc recours au transport solidaire, grâce auquel elle a fait la rencontre de Marie-Thérèse Brizard, bénévole de l'association. On a fait connaissance toutes les deux, on ne se connaissait pas. Par contre, elle a des enfants qui connaissent bien mon fils et il s'est créé bien sûr des liens comme ça, on parle des uns et des autres. Ouais. Alors maintenant, quand elle ne peut pas le jour où c'est normalement le vendredi, elle ne veut pas prendre quelqu'un d'autre, elle attend soit la veille ou le lendemain. Des fois, c'est moi qui ne peux pas. Alors on essaie de s'organiser toutes les deux. On s'arrange, voilà. Lancé par l'association Clic du Haut-Bocage il y a 2 ans aux Herbiers, le transport solidaire a pour première finalité de rompre l'isolement de ces personnes âgées à mobilité réduite et conserver un lien social, au moins entre les bénévoles et les bénéficiaires. Concrètement, se joindre au transport solidaire est assez simple. Il suffit de contacter le Clic et d'avoir plus de 60 ans pour être conduit. Et pour devenir chauffeur, il est juste requis de détenir le permis de conduire et d'avoir suffisamment de temps libre pour répondre aux appels des demandeurs. Il y a une attente parce que nos anciens vivent de plus en plus vieux. C'est une bonne chose, mais ils sont souvent un peu seuls à domicile. On n'ose pas forcément demander à son voisin de nous emmener faire des courses ou de rendre un service. Donc ce service a toute son utilité plus que jamais. Et c'est vrai qu'on est très heureux, très fiers de voir que dans ces temps de morosité ou dans cette société un petit peu individualiste, il y a encore des gens qui donnent du temps et pour les plus fragiles d'entre nous, et qu'il y a encore cet élan de générosité chez nous, ici en Vendée. Depuis 2013, c'est près de 1500 déplacements qui ont été effectués dans le cadre du transport solidaire au pays des Herbiers, un concept qui se développe déjà dans de nombreuses communautés de communes. Et précisons que ce système de transport solidaire se met également en place à Fontenay-le-Comte. Cette fois, il est géré par l'Audace, l'Office de développement associatif et social. Au chapitre sport à présent, basket, c'est une belle affiche qui est annoncée pour les quarts de finale de la Coupe de France féminine. Les filles de La Roche-sur-Yon recevront les joueuses de Montpellier, championnes de France la saison dernière en Ligue. Les Vendéennes, elles, évoluent pour le moment un niveau en dessous, mais ça ne les a pas empêchées de sortir déjà 2 équipes de Ligue lors de leurs 2 derniers matchs. Verdict donc le samedi 14 février sur le parquet de La Roche-sur-Yon. En tennis, tout se passe bien pour notre Vendéen Stéphane Houdet. Il participe en ce moment à l'Open d'Australie catégorie fauteuil. Il vient de remporter la finale du double avec son partenaire, le numéro 1 mondial. Et situation cocasse, comme souvent, les 2 meilleurs mondiaux se retrouveront demain sur le court. Mais cette fois, l'un contre l'autre pour la finale du simple. Et en foot, en revanche, à La Roche-sur-Yon, aucun adversaire ne se rencontrera. La pluie de ces derniers jours entraîne une nouvelle fois l'annulation de tous les matchs. Anthony Charteau poursuit sa route. Après le Tour de France, l'ancien cycliste d'Europecar roulera sur les pistes du Dakar en 2016. Il nous en avait déjà parlé, mais le rêve d'enfant semble se concrétiser. Depuis plus d'1 an, le Vendéen a stoppé sa carrière de cycliste professionnel. Depuis, il s'est mis au rallye. Aujourd'hui, il enchaîne les entraînements et sait que le Dakar ne sera pas simple. Nous l'avons retrouvé chez lui, au Port-et-Survie. Il va falloir voir ce que ça donne au final, ce Dakar. Si je suis capable d'aller vite sur les dunes, sur la piste, je peux aller vite. En rallye, ça ne va pas trop mal non plus. Dans les dunes, c'est complètement différent. Il ne faut pas être prétentieux. Il va falloir aller apprendre. Donc, pour l'instant, c'est le rêve à réaliser, du plaisir sur la piste, puis découvrir encore de nouveaux paysages. L'homme dont nous allons parler maintenant est surtout connu pour son poste de président du Conseil en 1917. Mais celui qui est né à Mouilleron-en-Parais avait aussi une passion sans limite pour l'Asie. Depuis 2 mois, les trésors de Georges Clemenceau sont donc exposés à l'Historial de la Vendée. Visite guidée avec Delphine Ledu. Georges Clemenceau, passionné par l'Asie. C'est ce que nous apprend cette exposition qui lui est consacrée. Une passion qui s'exprime par sa grande collection d'objets asiatiques, près d'1 millier, mise en valeur depuis plusieurs mois à l'Historial de la Vendée.
L'exposition en fait débute par notamment une petite œuvre assez emblématique qui représente un pèlerin. C'est une œuvre japonaise qui relève plus de l'artisanat que de l'art, mais c'est une œuvre à laquelle Clemenceau tenait beaucoup. Une statuette qu'il achètera d'ailleurs en 1888 et qu'il revendra avec beaucoup d'autres objets en 1894 après sa mise en cause dans le scandale de Panama et sa défaite aux élections législatives. Heureusement, plusieurs de ses biens ont été retrouvés, comme ces estampes du Japon. Nous avons la chance d'exposer ici quelques-unes de ces estampes, dont celle-ci, d'Utamaro, qui est absolument caractéristique du style de ces estampes de l'ukiyo-e, des images du monde flottant, où on retrouve des images de courtisanes, donc de très belles geishas présentées donc, dans des scènes nocturnes. Autre collection extraordinaire de l'homme politique, celle des kogo, des petites boîtes à encens utilisées pour purifier une pièce avant la cérémonie du thé. 600 kogos sont exposés parmi les quelques 3000 collectionnés par Clemenceau. C'est vraiment une collection unique au monde. Il faut savoir qu'aucun autre collectionneur, même aussi féru d'art asiatique soit-il, n'a eu autant de kogos dans ses collections. Plus inattendu dans l'exposition, on découvre sa passion pour le bouddhisme. En 1920, il se rend en Asie pour un grand périple sur les traces de Bouddha. Il y a cette boutade assez célèbre où à la sortie d'une de ces cérémonies, un journaliste l'aurait interpellé en lui disant « Mais vous, monsieur Clemenceau, qui êtes si hostile à toute forme de rituel, comment se fait-il que vous alliez assister à une cérémonie bouddhiste ?» Et Clemenceau lui aurait répondu « Mais que voulez-vous, je suis bouddhiste. » Clemenceau, chasseur de tigres. Lors de son escale en Inde, un Maharaja l'invitera à chasser l'animal dont il portait le nom. Mais d'autres découvertes étonnent le visiteur. Clemenceau, auteur d'une pièce de théâtre, ou encore son rôle dans la naissance de l'impressionnisme avec son ami Claude Monet. Depuis novembre, près de 12 000 visiteurs ont ainsi pu découvrir une autre facette de Clemenceau. On termine avec un point sur la météo et ces 2 prochains jours, le temps devrait être partagé, tout comme la Vendée. Samedi, sur la côte, le vent soufflera fort et des orages risquent d'éclater. Dans les terres, le soleil sera plus largement présent. Et dimanche, soleil et pluie se partageront le ciel. Et dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous détaille le temps prévu pour ces 2 prochains jours. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Avant ça, très beau week-end à tous.